Bonjour, alors c'est parti, on parle d'innovation comme vous nous le rappeliez, enquête d'innovation, du neuf avec des vieux. Voilà un thème de discussion comme le MEDEF aime aller trouver, mais derrière cette amusante provocation, tout autant malicieuse que provocante, de vraies interrogations pour de vrais enjeux. Comment redevenir un continent d'inventeurs dans une Europe qui, c'est vrai, vieillit? Comment innover pour rester dans la compétition mondiale? Peut-on encore innover à grande échelle? Elisabeth Borne, la Première ministre, l'a dit hier, ici même, la transition énergétique est une opportunité sur le front de l'innovation. Comment la transformer? Alors autant de questions que nous nous posons ce matin en compagnie de notre prestigieux panel. Nous font le plaisir d'être avec nous, je vous le redis rapidement, donc Olivia Grégoire, merci, ministre déléguée chargée des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme, Christelle Edeman, directrice générale du groupe Orange, Nicolas Hieronymus, qui est directeur général du groupe L'Oréal, Axel Reynaud, président et cofondateur de Net Zero, François Jacov, directeur général d'Air Liquide, et Mathieu Flamini, ancien footballeur professionnel et CEO de GF Biochemical. Olivia Grégoire, merci d'être avec nous sur cette table ronde ce matin pour discuter de ce sujet essentiel qui finalement est au cœur de votre portefeuille à Bercy. On va tout simplement vous écouter pour introduire ce sujet. Merci Marie Viseau. C'est un sincère plaisir d'être présente à vos côtés cette année encore et je vous remercie d'ailleurs de m'avoir invité au nom du périmètre dont j'ai la charge, qui est un périmètre de l'économie du quotidien, un périmètre de l'économie réelle important dans notre pays, bien sûr les PME, mais aussi le commerce, l'artisanat, le tourisme. Et d'aucuns d'entre vous pourraient vous demander ce que la ministre des PME peut faire aux côtés des très grands groupes qui nous font l'honneur d'être à nos côtés ce matin. Évidemment, je ne vais pas tous les citer, vous les avez tous remarqués, évidemment L'Oréal, mais aussi Air Liquide ou Orange. Et je vous remercie de cette composition de table ronde parce que tout grand groupe a d'abord été une PME. Toutes start-up et nombre d'entre elles sont des PME ou en passe de le devenir. Et en préparant ces débats, je me rappelais cette phrase de Fernando Pessoa qui disait « Il ne faut jamais oublier l'enfant qu'on a été ». Et je pense qu'il est important, et les grands groupes nous le diront à nos côtés, que nos grandes entreprises n'oublient pas, et elles ne l'oublient pas, je crois, qu'elles ont été, elles aussi, PME à un stade de leur développement. Les PME, c'est le cœur battant de notre économie, c'est le cœur battant des relations interentreprises. Aux côtés des start-up, elles sont clientes, aux côtés des grands groupes, elles sont sous-traitantes. Et donc, je trouve le panel particulièrement intéressant. Quelques chiffres que je partage avec vous. On a beaucoup parlé de météo, si je puis me permettre. Oui, il y a un certain nombre de nuages qui s'amoncellent, ça n'a échappé à personne. Mais il y a aussi un certain nombre d'éclaircies. Et les éclaircies, elles se chiffrent. Les éclaircies, c'est 271 000 entreprises créées depuis 2017. 37% de plus qu'à l'accoutumée. Dans un contexte qui a été particulièrement difficile, 2020-2021, les Français ont continué à prendre leurs risques, comme on le dit souvent, et à créer des entreprises de façon beaucoup plus importante qu'avant. Les chiffres qui témoignent aussi de cette vitalité, et au cœur de cette vitalité économique, il y a l'innovation, ce sont les chiffres fantastiques de la French Tech. Et je veux ici saluer aussi, même si on n'a pas le plaisir de la voir à nos côtés, Mathilde Collin, qui aurait dû être à nos côtés, une jeune femme, c'est à souligner aussi, dont les performances de licorne sont assez impressionnantes. Vous avez aujourd'hui plus de 11 milliards levés, lorsque c'était à peine 3 milliards en 2017. Enfin, vous le savez, mais ce n'est pas parce que c'est une bonne nouvelle qu'il faut se priver de la répéter. Depuis maintenant 3 ans, notre pays est le pays où les investisseurs du monde et d'Europe viennent le plus investir. Et ceci était un des objectifs que nous avions recherché avec le précédent gouvernement et le président de la République, de faire en sorte que les investisseurs européens viennent au cœur du pays pour investir. C'est le cas, on l'a vu récemment avec ST Microelectronics, par exemple, avec des montants extrêmement importants, 6 milliards au service de l'économie française aussi, 6 milliards qui vont rejaillir sur nos TPE, sur nos start-up, sur nos PME. Le tableau est très encourageant en matière d'innovation. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, disait Paul Éluard, et les chiffres sont au rendez-vous parce qu'il n'y a pas de hasard. Nous avons aussi mené
au début du précédent quinquennat, un certain nombre de réformes stratégiques pour faire en sorte que le capital revienne, même si ça déplaît à certains, et que ce capital puisse servir l'investissement de nos entreprises et l'innovation. Alors on a beaucoup fait, mais je terminerai cette intro en disant évidemment qu'il reste beaucoup à faire. Je dirais déjà qu'il reste certains sujets où je pense qu'il ne faut pas faire. La stabilité fiscale est un enjeu majeur pour nos entrepreneurs. Tous les ans, lorsqu'arrive l'automne, au débat budgétaire, tous les ans, et j'ai siégé à la Commission des finances 5 ans, le crédit impôt recherche fait l'objet d'assauts. Je pense qu'il est important de soutenir, de maintenir le CIR qui est au cœur, je crois, de l'innovation dans notre pays, peu importe les coups de boutoir que certaines formations politiques voudraient lui mettre. Et je pense qu'il faut aussi qu'on parvienne, et je terminerai là-dessus pour ne pas être trop longue, à déployer les 54 milliards d'euros du plan France 2030 dont mon collègue Roland Lescure en charge de l'industrie parlait encore hier. Et j'ai à cœur de vous rappeler, vous savez que ça doit financer des industries technologiques, de la techno de rupture. Vous avez une bonne partie, la majorité de ces financements qui sont réservés, dédiés à ce qu'on appelle les entreprises émergentes, aussi bien start-up que PME. Il y a donc un souci très particulier du gouvernement, bien sûr que l'innovation serve les grandes entreprises de notre pays, mais que de façon beaucoup plus importante, elles viennent abonder les financements de nos PME, de nos start-up sur les industries et les marchés du futur. On a beaucoup fait. Grâce à l'engagement des entrepreneurs, les résultats apparaissent. Il reste à faire. Faire, ça n'est pas tout défaire. Il y a des choses à préserver. Et faire, c'est aussi l'objet de ma présence. C'est écouter aussi ce que, du bout de la chaîne, de la petite start-up à la direction des grands groupes, on est en attente de solutions de la part du gouvernement. C'est donc un plaisir d'être ici pour écouter ce matin. Merci Madame la Ministre. Le tableau est encourageant, retient-on, mais il reste à faire. Alors Christelle Edeman, je vais me tourner vers vous pour commencer pleinement ce débat. On l'a entendu, la Ministre a parlé du besoin de prise de risque. Alors quand on parle d'innovation technologique et numérique, on a bien conscience des enjeux que cela représente. On a juste envie de vous demander, pour répondre vraiment à la question et le thème de notre table ronde, quelle est la place de l'Europe dans la compétition sur ce front de l'innovation que se mènent les continents ? Alors c'est vrai que quand on parle de numérique et d'Europe, on est quand même dans un paradoxe où l'Europe doit inventer finalement une troisième voie, parce que dans le numérique, la Chine et les États-Unis surdominent les modèles, avec des modes et des réalités qui sont pas ce que l'on a envie, en tout cas en tant que citoyen et pour la société européenne, que ce soit sur les enjeux de protection de la vie privée. Il y a eu quand même quelques événements cet été, que ce soit TikTok qui a accusé de transmettre toutes les données aux autorités chinoises, que ce soit Facebook qui a communiqué des conversations privées entre une mère et sa fille dans le Nebraska, qui a quand même conduit à l'arrestation sur le droit de l'avortement cet été. Donc ça, est-ce que c'est des usages du numérique qu'on a envie d'avoir en Europe? Non. Donc l'Europe, évidemment, travaille avec la régulation pour mettre en place finalement le cadre protection de la vie privée, donc la confiance dans l'environnement numérique qu'on déploie, la souveraineté, et donc là-dessus, c'est pas évident, parce qu'effectivement, quelles sont les dépendances technologiques que l'on a, que ce soit sur le droit extraterritorial américain ou d'autres, que ce soit les dépendances technologiques, qui est un vrai sujet, et donc ça, c'est des sujets sur lesquels on doit encore travailler. Et puis l'environnement, sur lequel l'Europe est très en avance, mais sur lequel on a aussi en Europe, de loin, les meilleures infrastructures pour le numérique par rapport à ce qu'on peut trouver, en tout cas, aux États-Unis. Donc il faut inventer cette troisième voie, mais la réglementation ne sera pas la seule façon de l'adresser. Oui, on va en reparler, la réglementation, un vrai sujet pour les questions d'innovation. François Jacob, la question telle qu'elle est posée dans cette table ronde du MEDEF présupposerait que l'Europe aurait perdu la bataille de l'innovation, faire du neuf avec des vieux. On vient d'entendre Christelle Edeman, elle n'adhère pas tout à fait à cette théorie. Vous aussi, vous pensez que l'Europe peut relever certains défis en matière d'innovation et peut-être même retrouver une place leader dans la compétition mondiale ? En effet, la question présuppose presque que l'Europe a perdu cette bataille de l'innovation, mais je ne le pense vraiment pas. Je pense que l'Europe sait innover, elle peut le démontrer, et même d'ailleurs, en face d'un certain nombre de défis, l'Europe peut jouer un rôle de pionnier. Et dans ces défis, il y a deux défis majeurs sur lesquels l'Europe peut et doit se positionner.
Le premier, c'est le défi climatique et énergétique, et le deuxième, c'est le défi d'adresser une population vieillissante qui a besoin de soins et de prise en charge. Et je pense que sur ces deux défis, l'Europe peut jouer un rôle de pionnier. Je vais parler du défi énergétique, parce que c'est celui qui est vraiment au cœur de l'actualité en ce moment. Et ce défi, en fait, révèle des opportunités d'une trajectoire, j'allais dire, plus saine pour l'Europe, en termes d'empreinte carbone, en termes de prise de conscience d'une certaine sobriété, en termes aussi d'une souveraineté accrue. Et nous, groupe Air Liquide, on se positionne évidemment pour innover, inventer des solutions climat à base d'hydrogène ou de capture du CO2 par exemple. Et c'est d'ailleurs en Europe qu'on a choisi de porter ces innovations et de faire de l'Europe notre fer de lance. C'est en Europe qu'on a la première unité de capture de CO2 industrielle de façon cryogénique. C'est aux Pays-Bas qu'on est en train de mettre en service en ce moment la première unité de production d'oxygène qui est conçue pour utiliser de l'électricité renouvelable. C'est aussi en France, en Normandie, où on va investir la plus grande unité de production d'hydrogène par électrolyse. Il faut bien voir quand même que l'enjeu est absolument majeur et ce qu'on a à faire, c'est une transformation et pas une innovation juste d'un produit, mais une innovation d'un système. Et donc il faut créer, et l'Europe doit inventer ces écosystèmes dans un modèle qui est différent du modèle chinois dirigé ou du modèle très subventionné nord-américain et trouver sa propre voie. Et peut-être juste pour résumer, il y a 4 probablement points clés pour mettre en place ces écosystèmes féconds en Europe. Et les 2 premiers, probablement, on est plutôt bien positionnés. Par contre, plutôt en retard sur les 2 autres. Rapidement, le premier, c'est développer une vision. Et je pense que l'Europe, en particulier sur l'hydrogène, a été pionnière pour développer une vision assez ambitieuse et cohérente sur une stratégie hydrogène. Le deuxième, c'est pour créer ces écosystèmes, c'est d'avoir la capacité de se reposer sur un réseau scientifique et académique. Et je pense que l'Europe est clairement au premier plan. Donc ça, c'est plutôt positif. Par contre, on voit qu'il y a 2 autres nécessités pour créer ces écosystèmes sur lesquels l'Europe est plutôt en retard. Le premier, c'est créer un environnement réglementaire et normatif qui permet de tirer en fait ces innovations et de structurer les marchés. On a besoin, par exemple, d'un cadre pour mesurer le contenu carbone des produits. Et là, les 2 écueils que l'on a en Europe, c'est lenteur et complexité. Le dernier point, c'est d'être capable de financer à grande échelle des projets qui permettent de valider des technologies et d'ouvrir des nouveaux marchés. Là aussi, il y a des choses très bien qui ont été faites au niveau européen, au niveau français, en particulier avec des projets importants d'intérêt commun. Cependant, il faut plus de 2 ans pour les mettre en place. Et donc, peut-être pour finir, un des dangers de cette lenteur, c'est qu'il y a 2 conséquences qui sont majeures. La première, c'est que c'est très difficile de réunir des acteurs industriels. Alors, on voit que des grands groupes comme nous, Air Liquide, le partenariat qu'on fait avec Siemens Energy, on a la possibilité, même si c'est difficile, de suivre ce tempo. Par contre, c'est beaucoup plus difficile pour des startups ou des plus petits groupes. Et le deuxième point, c'est ce tempo risque de nous faire décrocher dans une compétition internationale où la Chine avance à pas certains et où on voit les États-Unis sont en train d'accélérer très fortement. Donc vraiment, ce tempo, c'est quelque chose d'essentiel. Et peut-être pour finir, une suggestion, ce serait d'avoir un calendrier qui soit plus ambitieux, peut-être plus contraignant, pour pouvoir réellement faire émerger les leaders européens du climat. Alors merci beaucoup, je vois que Madame la Ministre réagit à ce qui vient d'être dit en 2 mots. En 2 mots très rapidement, je pense que ce que vous venez de dire est très important sur le tempo, la temporalité. Il y a 10 ans, dans une autre vie, moi j'accompagnais des entreprises technologiques qui partaient pour le coup beaucoup aux États-Unis dès l'idée, sans même avoir amorcé le prototype. J'ai le sentiment qu'en matière d'amorçage, c'est un peu mieux que ça n'a été par le passé, que les entrepreneurs, notamment technologiques, arrivent à amorcer un peu plus facilement. Et je remercie par la même occasion la BPI qui, pour le coup, les accompagne beaucoup. On a de l'ambition, on a la vision, vous l'avez très bien dit,
on a les financements, notamment au plan européen et au plan français. Le tempo est très important parce qu'aujourd'hui, on a encore ce problème de bridge qui demeure. Et je vois des PME tous les jours et des startups qui en ont besoin. Elles arrivent à financer l'amorçage. Elles n'arrivent pas à financer, comme on dit en bon français, le scale-up et l'industrialisation de la techno de rupture. J'étais vendredi dans la Drôme. Le réel, ça parle, c'est pas de la théorie. PME, mécanique de précision. Il a réussi à financer son prototype, il a réussi à gagner un appel à projet dans France Relance et à trouver des financements. Il lui manque à l'entrepreneur 2 mois de trésorerie pour parvenir à déployer son innovation et à scaler. Ces 2 mois, ce bridge de 2 mois, mettent encore en risque très clairement l'innovation. Donc on a fait d'énormes progrès en amorçage et en seeds. Je pense qu'on a encore beaucoup de choses à faire pour les accompagner sur parfois des temporalités ridicule de 2-3 mois des entreprises dont les innovations sont en risque. Et je pense qu'il faut que le gouvernement en priorité regarde de très près ce sujet de bridge qui se joue parfois à 2 mois. Alors, temporalité très importante. Question d'état d'esprit aussi, Nicolas Hieronymus, pour vous. L'innovation, c'est aussi une question d'état d'esprit. À l'Europe, ensuite, de créer les bonnes conditions pour encourager ces talents. C'est bien ça pour vous, c'est cet état d'esprit? C'est sûr que pour moi, il n'y a absolument pas de contradiction entre le grand âge d'une entreprise, faire du neuf avec des vieux, et l'innovation. Je dirais même que l'innovation, c'est plutôt notre élixir de jouvence. Surtout vous savez, L'Oréal est une entreprise qui a 113 ans. Certaines des startups ici nous voient sans doute comme un dinosaure, mais c'est un dinosaure qui a l'innovation au cœur de sa culture. Toute l'organisation est tournée vers la recherche d'innovation. On est sur un marché d'offres, donc créer des produits, inventer des nouveaux filtres solaires, créer des produits qui utilisent moins d'eau quand on se rince les cheveux. C'est vraiment le cœur du réacteur de L'Oréal. C'est évidemment cette culture d'entreprise qui est partagée par nos 85 000 collaborateurs, mais c'est aussi une stratégie long terme d'innovation. Nous investissons à peu près 1 milliard d'euros par an en recherche. 70% d'ailleurs sont dépensés en France, dans nos 8 centres de recherche en France. Et c'est ce qui permet à l'entreprise d'être compétitive au niveau mondial et donc d'avoir les résultats que vous connaissez. Et c'est aussi une façon d'innover qui se transforme. On innovait beaucoup en solo, en interne, et de plus en plus, on travaille avec des écosystèmes de start-up qui ont des idées, qui sont très agiles, qui sont très innovantes. Nous investissons dans certaines d'entre elles, Carbios, qui était là l'année dernière, Global Bioénergie. Nous sommes d'ailleurs en discussion avec les 2 start-up qui sont représentées sur ce panel. Et au fond, c'est cette agilité, cette capacité à rester ce grand groupe qui a son histoire, sa solidité, sa puissance financière, qui est ce dinosaure ou ce tyrannosaure que nous sommes, mais en même temps de se comporter comme une licorne. Moi, j'ai fait une intervention à Vivatech, qui est d'ailleurs un des exemples de la capacité de la France à être créatif et innovant. Et j'ai présenté L'Oréal comme un unicornus rex, c'est-à-dire un tyrannosaure avec une corne de licorne. Et c'est ce qu'on essaye d'être. Et c'est ça qui fait que la France, l'Europe et ses entreprises peuvent être compétitifs au niveau mondial. Alors, évidemment, on a besoin d'un cadre pour ça. L'Europe doit être un facilitateur, doit définir un cadre législatif, des règles du jeu, que ce soit le règlement cosmétique européen ou les choses comme le Digital Service Act qui a été récemment voté, qui définissent des règles du jeu qui soient les mêmes pour tout le monde, parce qu'on a face à nous des concurrents extrêmement puissants, que ce soit les Chinois ou les Américains. Et donc l'Europe a cette capacité à définir un cadre qui ne soit pas trop rigide, parce qu'on rejoint la problématique qui a été évoquée du temps, la problématique du temps, la capacité à innover rapidement. Et l'Europe peut et doit faire ça. Et puis si moi je devais appeler quelque chose de mes voeux, c'est effectivement dans le domaine de la technologie qui a été évoqué. Nous avons beaucoup de partenariats autour de la data, et aujourd'hui nous sommes plutôt contraints de le faire avec des grands acteurs américains, avec Verily pour ne pas les nommer, et nous serions très très heureux de voir enfin naître des GAFA européens. Mais bon, jusqu'ici, nous sommes très heureux de tous les partenariats que nous pouvons avoir avec les startups de l'écosystème français. Qui ne vous voient certainement pas comme un dinosaure. Nous avons donc le plaisir d'avoir les deux startups, Mathieu Flamini et Axel Reynaud, qui vont compléter votre vision de l'innovation. Axel Reynaud, je rappelle juste que vous êtes président de Net Zero, qui est spécialiste de la séquestration du carbone. Alors, ce qui est en train de se passer en ce moment, l'actualité que nous vivons, cette sorte de prise de conscience de cette urgence à opérer des transitions, c'est bien sûr une opportunité
opportunité pour les entreprises comme les vôtres qui veulent innover dans ce domaine? Oui, alors effectivement, c'est une opportunité. Ça commence d'abord par être une contrainte, c'est-à-dire la contrainte climatique. Bon, on a procrastiné pendant 30 ans, et puis là, on est un peu au bord du précipice. Du mur. Et donc, tout d'un coup, tout le monde s'excite et il faut faire quelque chose. On peut voir ça un petit peu comme la reconstruction de l'après-Seconde Guerre mondiale. C'était une contrainte. Ça a aussi emmené une transformation économique, sociale, fondamentale, et on est allé la chercher, cette transformation, avec les dents, dans des conditions qui étaient très difficiles. Je pense que le sujet climat, il faut l'aborder un petit peu comme ça. C'est, bien sûr, il faut le faire. On émet 50 milliards de tonnes de CO2 équivalent par an. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est absolument gigantesque. Il faut qu'on soit à 0 en 2050. Il faut qu'on ait divisé par 2 en 2030, dit le GIEC. Donc c'est absolument gigantesque. Mais là-dedans, il y a des opportunités fabuleuses de transformation des procédés. L'air liquide, on en parlait tout à l'heure en off, mais il y a beaucoup d'entreprises. Orange peut aussi contribuer, L'Oréal sur des formulations de produits. Mais il y a aussi une deuxième opportunité qui est d'enlever le CO2 qu'on a accumulé dans l'atmosphère depuis le début de l'âge industriel. Et ça, bien sûr, c'est une contrainte, mais c'est des nouveaux business qui apparaissent. Et alors, on peut le faire à la manière des vieux. Je vais reprendre un peu le thème de la discussion d'aujourd'hui en disant, bon, on va planter des arbres et puis on va attendre que ça se passe. On peut aussi le faire par l'innovation. Il y a des innovations technologiques, très technologiques ou moyennement technologiques, qui permettent d'enlever du CO2 de l'atmosphère. Et là-dedans, il y a des marchés à aller chercher. Il y a évidemment de la R&D et de l'innovation fondamentale à développer, mais il y a aussi du déploiement. On parlait des problématiques de scale-up, c'est exactement ça. On a déjà un panel de solutions. Et donc là, il y a, je pense, il faut avoir l'envie d'aller chercher ça. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'en Europe et est-ce qu'en France, on a cette envie? Est-ce qu'on dit non, on va planter des arbres, point? Ou est-ce qu'on dit non, on va faire des choses, c'est peut-être risqué, on va investir dans le direct air capture, alors le biochar, ça c'est un peu mon plaidoyer pro-domo, ou dans tout un ensemble de technologies. Et là, il y a des marchés gigantesques. Mais vous parlez d'envie, est-ce que ça veut dire qu'on est condamné à courir derrière? Vous dites on manque d'envie, enfin, vous ne le dites pas comme ça, mais c'est ça que ça veut dire. Est-ce qu'on est condamné à courir derrière, finalement? Je pense que beaucoup, c'est vraiment dans la tête. Est-ce qu'on a envie d'être décadent ou est-ce qu'on a envie d'aller chercher les nouveaux marchés? Est-ce qu'on a envie, enfin il y a un débat sur le nucléaire aujourd'hui, est-ce qu'on a envie de redéployer ce qu'on faisait il y a 30 ou 40 ans ou est-ce qu'on n'a pas envie? La solution, elle est là. Et il y a beaucoup de sujets, je pense, sur ce sujet climat, où en fait, c'est une question de est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on prend du risque? Ce n'est pas une question de finalement, on n'a aucune solution, c'est horrible, mais est-ce qu'on va laisser les Américains, les Chinois, enfin je reprends toujours c'est toujours les mêmes exemples, oui, mais aller chercher ces marchés-là, qui sont des marchés en milliards de dollars. Enfin, c'est des marchés de la décarbonation, c'est un marché qui va être aussi gros que l'extraction du pétrole. Il faut voir ça. Et il faut le développer en 28 ans. Alors, Mathieu Flamini, vous avez monté une entreprise qui fait de la chimie verte, une alternative aux produits pétroliers pour les produits de la grande consommation, que ce soit les crèmes solaires, les peintures, vous m'avez cité tout un tas d'exemples, c'est très très large. On ne trahit pas de secret en disant que vous collaborez évidemment avec des très grands groupes, comme L'Oréal, ici présent. La collaboration avec les grandes entreprises, vous avez commencé à en parler, Madame la Ministre, c'est très important pour doper l'innovation. Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est la réindustrialisation. Certes, elle n'est pas évidente. On a investi beaucoup dans les services depuis 10 ans et donc, forcément, l'Europe et la France s'est appauvrie. Je pense que, Madame la Ministre, vous avez mentionné le crédit impôt recherche, qui est une chose exceptionnelle et unique au monde, je dirais. Et pendant longtemps, les compagnies ont développé leur technologie et ont eu un petit peu de problème à ensuite établir le scale-up, de par le manque de moyens, mais également le manque de courage. De temps en temps. Et puis on voit les choses sont en train de changer. Vous avez mentionné donc la BPI, le plan de relance, France 2030. Donc cela permet donc aux entrepreneurs, aux startups en quelque sorte de développer leur technologie en France, mais ensuite de pouvoir implémenter leur scale-up en France, ce qui est une chose un petit peu différente d'auparavant, parce que c'est vrai qu'on développait les technologies en France et ensuite on allait faire le scale-up en Chine, aux US, parce qu'il y avait plus de moyens. Donc, bien évidemment, c'est un aspect extrêmement important. Et puis ensuite, c'est vrai qu'il y a cette collaboration avec les grands groupes.
Je pense qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas se mentir. Aujourd'hui, on fait face à une guerre économique mondiale entre l'Europe, la Chine et les États-Unis. Et je pense qu'il est primordial que les gouvernements, que les grands groupes et que les startups s'entraident. On parle de solidarité et donc, bien évidemment, s'il faut privilégier une technologie qui a été développée en Europe, développée en France et ensuite scaled up en France, cela est primordial. Vous êtes passé rapidement sur cette question de la réindustrialisation. Pour vous, ce n'est pas du tout une utopie, ce discours qui est tenu, alors qui commence, Madame la Ministre, à se concrétiser dans les faits. Vous le constatez, vous, dans votre business au quotidien ? Mais pour nous, c'est une réalité. C'est une réalité, c'est-à-dire qu'on s'est posé la question. Aujourd'hui, nous produisons nos molécules et nos ingrédients en Asie. Et puis aujourd'hui, il y a une réalité qui est que la France devient de plus en plus compétitive, je dirais, au niveau international. Et donc, nous avons maintenant des discussions avec le gouvernement et la région Sud depuis à peu près 1 an. Et l'objectif, c'est de pouvoir relocaliser notre production en France. Donc, cela devient de plus en plus une réalité. C'est vrai que cela n'a pas été facile les dernières années, mais on voit que les gouvernements et que les grands groupes ont de plus en plus envie de partager, de collaborer avec les startups d'aujourd'hui. Juste en un mot, à quels écueils vous vous êtes retrouvé confronté en ramenant votre production en Europe ? Bien évidemment, ce sont les financements. Oui. Aujourd'hui, en Europe, il y a, je dirais, un manque d'agressivité ou un petit peu un manque de courage, parce que c'est vrai que quand vous investissez dans des technologies, bien évidemment, il y a un certain risque. Donc on voit que les choses sont en train de changer. Il y a la BPI aujourd'hui qui met en place des financements qui permettent aux entrepreneurs aujourd'hui de pouvoir finalement relocaliser leurs industries en France. Et puis après, c'est vrai qu'il y a également une collaboration qui peut-être jusqu'à pas si longtemps n'a été beaucoup plus difficile, mais on voit que voilà, j'espère dans un futur proche pouvoir annoncer une belle collaboration avec L'Oréal, parce qu'on voit qu'on collabore déjà avec d'autres grands groupes, que ce soit aux États-Unis ou dans d'autres pays européens. Donc l'objectif, c'est de pouvoir également collaborer avec de grands groupes français. D'accord. François Jacob, vous l'avez dit, l'Europe a été innovante. Vous avez parlé de cette collaboration avec l'écosystème. Vous avez aussi dit que les choses bougeaient dans le bon sens. Vous avez commencé à nous évoquer la difficulté du tempo, peut-être cet écueil de la lenteur. Qu'est-ce qu'il faudrait d'autre pour que l'Europe encourage davantage ? Il y a un frein peut-être que j'aimerais mettre en avant, qui est notre capacité à réformer nos modèles de société, et j'allais dire nos modèles de marché. Et l'exemple que j'aimerais prendre, c'est celui que je mentionnais au début, qui est le défi d'adresser une population vieillissante en Europe. Et c'est un vrai sujet, la prise en charge et les soins de cette population vieillissante. Aujourd'hui, 1/3 déjà des Européens disent souffrir de maladies longue durée, de maladies chroniques. Ça représente 2/3 des dépenses de santé. En 2040, il y aura plus de 150 millions d'Européens qui auront plus de 65 ans. Donc on voit que c'est un vrai sujet et en même temps, il y aura moins de personnes pour fournir ces soins. Donc ça, c'est un sujet qu'on essaye d'aborder et de prendre à bras-le-corps, Air Liquide, avec plus de 2 millions de patients à domicile, dont 70% en Europe. Donc on développe des nouvelles offres innovantes en Europe. Et il y a des choses qui marchent bien. On est capable d'utiliser en particulier le digital, d'utiliser la compétence médicale qui existe en Europe. Par contre, le frein, c'est la capacité à changer les modèles sur des modèles qui rémunèrent non seulement, plus le geste, l'acte, le médicament, la molécule, l'équipement, mais la performance, en fait, le résultat. Et changer ces modèles, on voit que là, on est très clairement en retard. C'est un choix politique, c'est un choix de société, mais qui, dans le domaine de la santé, devrait nous permettre de faire levier sur l'Europe et sur notre marché, en fait, qui répond vraiment à notre question et qui devrait faire de l'Europe le premier marché mondial de la santé. Et Christelle Heidemann, vous avez évoqué très rapidement dans votre première intervention la réglementation, qui évidemment est primordiale quand on veut innover. Est-ce que le cadre est suffisamment propice aujourd'hui ? Est-ce que la réglementation est vraiment un frein à cette innovation en Europe ? Quand on parle de numérique, la réglementation, malheureusement, est devenue le seul moyen maintenant de rattraper le retard qu'on a dans certains domaines. Donc on se félicite que l'Europe, parce que ça ne se joue qu'à l'échelle de l'Europe, ça ne peut pas se jouer à l'échelle de la France. Donc le Digital Market Act, le Digital Service Act sont des moyens d'essayer de revenir. Maintenant, il va falloir les mettre en œuvre, c'est pas aussi simple que ça. C'est aussi potentiellement un frein à l'innovation, parce que cette réglementation, quand on est un grand groupe,
On a les moyens, on a les équipes, on a les compétences pour le faire. Quand on est une start-up et qu'il faut faire face à finalement ces enjeux de réglementation pour jouer dans la cour, c'est pas forcément facile. Donc l'enjeu tempo réglementation, il est pas simple, mais quand on regarde dans le monde du numérique et les réseaux, le trafic aujourd'hui sur nos réseaux, 83% du trafic en France est capté par 5 acteurs. 90% du trafic est capté par 7 acteurs qui sont tous américains. Donc une fois qu'on a dit ça, sans remettre en cause la neutralité du net, sans remettre en cause la capacité qu'on a en Europe à choisir ce que l'on veut faire du numérique, on voit bien qu'on a un énorme enjeu de répartition de la valeur. Maintenant, je vais prendre un exemple pour rebondir sur la santé. L'enjeu de l'innovation, il est de plus en plus, quand on parle de numérique, de travailler entre différents secteurs. Et ce que l'on a fait avec Sanofi, Generali, Capgemini, Future for Care, la santé et le numérique, c'est un formidable domaine d'innovation. Le maintien des patients à domicile, la santé à distance, la santé personnalisée grâce à la data et l'IA. Et donc là, on accompagne des startups, et là, une fois de plus, des grands groupes, donc des vieux, des dinosaures, mais qui ont l'habitude de travailler dans ce domaine ultra régulé et réglementé qu'est la santé, qui savent utiliser et qui ont les bases de données colossales et qui les mettent à disposition de startups qui, elles, ont les idées, ont la capacité d'innovation. Et là, on aide des startups, non pas dans la phase d'amorçage, mais dans la phase de scale, pour justement mettre à disposition, travailler avec les hôpitaux et scaler leurs innovations. Et donc ça, c'est un exemple réussi, j'allais dire, une fois de plus, en France, entre grands dinosaures et petites startups. Alors nous en avons plaisanté en amont de cette table ronde. Aucun d'entre nous ne se sent ni vieux ni dinosaure. On peut étayer le débat si vous voulez. Il y a peut-être des jours où on peut se sentir vieux et le lendemain très très jeune. Mais non, mais je trouve passionnant ce qui vient d'être dit à l'instant parce que encore une fois, on est sur un chemin sur cette industrie de la santé sur laquelle j'adhère à vos propos. Encore une fois, on se souvient tous, je pense ici, d'il y a une dizaine d'années, où un jeune homme assez brillant avait imaginé, ça n'est qu'une histoire au milieu de dizaines d'histoires, un robot formidable qui portait un joli prénom féminin, Rosa, et qui, de guerre lasse, a pris ses idées, ses innovations, ses équipes, a traversé l'Atlantique et au détour d'un CES à Las Vegas, a trouvé des financements et a déployé de façon industrielle sa solution aux États-Unis. Et il n'est pas le seul. Voilà. Je crois, à partir de ce type d'exemple extrêmement concret, que ça n'est plus exactement le même tableau en 2022. Vous venez de le dire, on a accompagné la start-up, et vous me disiez un truc intéressant en préparant, j'y reviens après, vous avez accompagné cette start-up dans l'amorçage, vous accompagnez en France ces start-up aujourd'hui dans l'industrialisation de ces technos de rupture. C'était absolument pas le cas il y a 10 ans. Souvenez-vous, il y a 10 ans, et je suis sûr que dans les archives des universités du MEDEF, on peut retrouver ces débats. Il y avait d'immenses débats sur la prédation, sur la captation de l'innovation par les grands groupes en provenance de jeunes start-up brillantes et d'ingénieurs brillants. C'était un combat dans les années 2000-2010. Moi, je me souviens beaucoup de petites start-up, de petites PME qui nous disaient on est allé voir tel grand groupe, on a parlé de nos idées. En gros, ils nous ont fait croire qu'ils allaient nous soutenir en nous prêtant un bureau, je caricature, et 2 stagiaires. Et au final, on s'est fait aspirer et capter notre innovation et on n'a plus rien. Je crois que ça n'est plus du tout le climat des affaires aujourd'hui dans les relations. Il y a toujours des exemples qui viendront dire l'inverse, mais ça se passe quand même de façon beaucoup plus fluide. Et vous me disiez en préparant cette intervention que ces startups que vous aidez à scaler, que vous accompagnez, vous en êtes aussi bien souvent cliente ensuite dans le cadre de vos relations de sous-traitance. Donc c'est quand même, je sais qu'on regarde souvent les nuages, mais voici une sacrée éclaircie parmi ces dernières années sur la captation, sur la prédation. J'ai l'impression que ça a quand même beaucoup changé. Moi, j'entends une chose, et comme je ne peux pas faire la sourde, surtout ici et en général, j'entends sur la norme. J'entends la norme européenne, qui est protectrice aussi, donc ce sont des débats compliqués. On a parlé de la temporalité. Parfois, cette norme qui est très prégnante en Europe nous fait perdre des marchés et perdre du temps. C'est toujours plus difficile de négocier à 27 que tout seul. Mais aussi en France, et ce gouvernement est lucide, et dès les prochaines semaines, mon collègue Olivier Dussopt avant moi a parlé de l'agenda de la rentrée sur l'assurance chômage. Dès les prochaines semaines, vous aurez un texte qui sera porté, notamment par Agnès Pannier-Runacher sur les énergies renouvelables,
et qui viendra pour partie travailler ces normes, ne pas dénormer de façon idiote, mais voir si on ne peut pas alléger, assouplir certaines normes au service de l'innovation et de l'implantation de nos acteurs. C'est un souci que nous partageons à Bercy, avec Bruno Le Maire, avec Roland Lescure, en matière de réindustrialisation. L'excès parfois de normes rend les process très lourds et nous fait perdre du temps business et donc du chiffre d'affaires, de la valeur. Et c'est un vrai sujet de préoccupation pour nous. Je pense qu'il y a encore du boulot en la matière, tout en restant vigilant, parce que dénormer, ça n'est pas faire n'importe quoi non plus. Alors Nicolas Hieronymus, en un mot, et pour boucler sur cette question d'innovation, lors de nos discussions, vous m'avez dit que le plus important, c'est de sortir de sa zone de confort, d'aller à tout prix chercher des nouveaux marchés. Est-ce que c'est ça finalement le secret ou le conseil que vous donneriez aux entrepreneurs pour les rendre plus innovants aujourd'hui ? Je crois que ce qu'on a entendu tout au long de ce débat autour de la prise de risque, autour de l'envie d'aller plus loin, d'investir, effectivement de sortir de sa zone de confort, c'est le secret de l'innovation. Il faut le faire à la fois en se transformant soi-même, et une entreprise qui a plus de 110 ans s'est transformée de nombreuses fois. On est au milieu d'une transformation, développement durable, technologique dans nos façons de travailler, mais également aller se confronter aux meilleurs, aux concurrents dans les autres pays du monde. Et c'est ce marché mondial qu'on peut apporter aussi aux startups dans lesquelles on investit pour les développer. Effectivement, je rejoins tout à fait le commentaire de Madame la Ministre sur le fait que peut-être une légende de prédation, on est vraiment passé à un monde de collaboration, de coopération. Et c'est l'intérêt aussi des grands groupes de voir éclore toutes ces startups qui vont apporter des innovations qui nous permettront d'être compétitifs sur le marché mondial. Merci à tous pour cette discussion riche et passionnante. On est arrivé au bout. En vous remerciant, Madame la Ministre, messieurs, dames. Merci beaucoup, Marie Vizot.